Elle était une femme d'affaires à succès de 32 ans. Tout le monde à Paris la connaissait comme la femme qui avait transformé l'intelligence artificielle en empire, voiture de luxe et pouvoir. Mais quand sa mère lui a envoyé un message disant « Ne viens pas au mariage, tu nous feras honte », Amara Rousseau a réalisé que la richesse ne pouvait pas la protéger de la vérité la plus douloureuse. Pour sa propre famille, elle était toujours une honte. Vous allez voir ce qui se passe quand le succès rencontre le rejet familial. Découvrez Amara Rousseau, 32 ans, fondatrice d'une société de conseil en intelligence artificielle à Paris, une femme qui a bâti un empire à partir de rien. Grande, posture élégante, cheveux naturels tressés avec soin, yeux bruns chauds qui révèlent autant de vulnérabilité que de force. De l'extérieur, elle était tout ce que les gens admiraient. Femme d'affaires à succès, indépendante, puissante. Mais à l'intérieur, Amara portait une blessure qu'aucun succès professionnel ne pouvait guérir. Une blessure que sa propre mère avait ouverte des années auparavant. Une blessure qui ne cicatrisait jamais complètement. C'était un mardi après-midi quand tout a changé. Amara était dans son appartement en attique au Marais, un espace qu'elle avait conquis avec sueur et détermination. Des baies vitrées révélaient la ville de Paris s'étendant à l'horizon. Sol en marbre italien. Meuble design. Art contemporain au mur. Tout choisi avec soin. Tout acquis par le travail. Elle venait de conclure le plus grand contrat de l'histoire de son entreprise. 3 millions d'euros. Un projet d'intelligence artificielle pour l'une des plus grandes entreprises de France. Son équipe célébrait au bureau. Champagne. Étreinte. Félicitations. Mais Amara était rentrée tôt. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Aujourd'hui, il s'agissait de la famille. Elle était assise sur le canapé en velours gris, regardant le téléphone dans ses mains. L'écran affichait la conversation avec sa jeune sœur, Béatrice. Sa cadette se mariait dans 2 semaines. Un grand mariage à Angers, la petite ville de province où Amara avait grandi. La ville qu'elle avait laissée derrière elle 10 ans auparavant. Béatrice avait envoyé des photos des préparatifs. La robe, les fleurs, la salle de réception. Tout magnifiquement planifié. Et à la fin du message, une simple question. « Tu vas venir, n'est-ce pas ?» Amara avait tapé et effacé la réponse 3 fois. Parce qu'elle connaissait la vérité. Elle savait que sa présence au mariage ne serait pas la bienvenue. Pas par sa sœur. Béatrice l'aimait. Mais par leur mère. Hélène Leclerc. 58 ans. Couturière à la retraite. Une femme qui avait dédié toute sa vie à la respectabilité sociale. Une femme qui mesurait la valeur des gens par l'approbation de la communauté. Et Amara ? Amara était devenue tout ce qu'Hélène Leclerc craignait. Indépendante, contestataire, différente. Le téléphone vibra dans les mains d'Amara. Un nouveau message, mais pas de Béatrice, de sa mère. Amara sentit son estomac se serrer avant même de l'ouvrir. Parce que les messages de sa mère n'étaient jamais bons. Ils étaient pas toujours chargés de critiques, toujours empoisonnés par un jugement déguisé en inquiétude. Elle fit glisser son doigt sur l'écran. Les mots apparurent, chacun comme un couteau. Amara, ne viens pas au mariage. Tu nous feras honte. Béatrice mérite une journée parfaite sans distraction. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est mieux ainsi. Amara lut le message 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque lecture augmentait la douleur. Chaque mot pénétrait plus profondément. Ne viens pas au mariage. Tu nous feras honte. Sans distraction. C'est mieux ainsi. Sa propre mère, sa propre famille, lui demandant de rester à l'écart. Comme si sa présence était une tâche. Comme si son existence était un motif de honte. Amara sentit des larmes chaudes monter, mais elle les retint. Non, elle n'allait pas pleurer. Pas encore. Elle avait déjà trop pleuré à cause de cette femme. À cause de cette famille qui ne l'avait jamais acceptée telle qu'elle était. Elle se leva du canapé, marcha jusqu'à la fenêtre. En bas, Paris pulsait de vie. Voitures, gens, opportunités. C'était la ville qui l'avait accueillie quand sa famille l'avait rejetée. C'était la ville où elle était devenue quelqu'un. Mais pourquoi cela faisait-il encore si mal? Pourquoi l'approbation de cette femme importait-elle encore? Amara ferma les yeux. Des souvenirs inondèrent son esprit comme une crue. Elle avait 16 ans lorsqu'elle décida d'étudier la technologie, au lieu de se marier tôt comme sa mère l'espérait. Elle se souvenait de l'expression d'Hélène. Déception. Dégoût. Tu gâches ta vie, Amara. Aucun homme ne voudra d'une femme comme ça. Elle avait 22 ans quand elle fut acceptée à Polytechnique. Bourse complète. Ingénierie informatique.
Elle était radieuse. Mais sa mère ne fit que soupirer. « Paris va te détruire. Tu le regretteras. » Elle avait 25 ans lorsqu'elle ouvrit son entreprise. 3 clients, un bureau minuscule, beaucoup de courage. Elle appela sa mère, espérant de la fierté. Elle reçut le silence. « Femme d'affaires, toi, Amara, sois réaliste. Et maintenant, à 32 ans, avec une entreprise prospère, un appartement de luxe, une reconnaissance professionnelle, elle était toujours la fille qui faisait honte à la famille. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas suivi le scénario. Parce qu'elle avait choisi ses propres rêves au lieu des rêves qu'Hélène avait pour elle. Amara ouvrit les yeux. Les larmes coulaient enfin, mais elle les essuya avec colère. Colère contre elle-même de s'en soucier encore. Colère contre sa mère de ne jamais la voir. Colère contre un système qui mesurait la valeur d'une femme par la conformité au lieu du courage. Elle regarda de nouveau le téléphone. Le message de sa mère brillait toujours à l'écran comme une accusation. « Ne viens pas au mariage, tu nous feras honte. » Quelque chose en Amara changea à ce moment-là. Une transformation silencieuse mais profonde. Parce qu'elle réalisa quelque chose de fondamental. Elle avait passé sa vie entière à essayer de prouver sa valeur à des gens qui refusèrent de la voir. Elle avait bâti un empire, mais se sentait toujours petite en présence d'Helena. Elle avait gagné le respect de cadres, d'investisseurs, de clients. Mais la seule approbation qu'elle désirait vraiment, celle de sa propre mère, restait éternellement hors de portée. Et peut-être, juste peut-être, était-il temps d'arrêter de demander la permission d'exister. Amara prit une profonde inspiration. Ses mains cessèrent de trembler. Sa vision s'éclaircit. Une idée commença à germer. Une idée audacieuse. Une idée qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Elle n'allait pas se cacher. Elle n'allait pas accepter la honte qu'ils tentèrent de lui imposer. Elle n'allait pas les laisser la définir par leur propre peur. Elle irait au mariage. Mais pas de la manière dont ils l'attendaient. Pas comme la fille rejetée, honteuse, implorant l'acceptation. Elle apparaîtrait telle qu'elle était vraiment, sans excuse, sans atténuer sa lumière pour que les autres se sentent à l'aise. Amara saisit son téléphone. Ses doigts volèrent sur l'écran avec une détermination renouvelée. Elle ouvrit la conversation avec Marcus, son associé et meilleur ami. L'homme qui l'avait aidé à bâtir l'entreprise depuis le début. L'homme qui connaissait tous ses secrets. Elle tapa 3 mots. 3 mots qui allaient tout changer. « C'est l'heure. Amène-le. » Marcus répondit en quelques secondes. Un emoji pouce levé. Et puis, « J'attendais que tu le demandes. Prépare-toi. Ça va être épique. » Amara sourit pour la première fois depuis qu'elle avait reçu le message de sa mère. C'était un petit sourire. Encore tremblant, mais réel. Elle regarda par la fenêtre une fois de plus. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel d'orange et de rose. Magnifique, puissant, impossible à ignorer. Tout comme elle le serait dans 2 semaines. Amara Rousseau, la fille qui faisait honte à la famille, était sur le point de faire une entrée que personne n'oublierait jamais. Et quand elle arriverait au mariage de Béatrice, tous verraient la vérité qu'Hélène Leclerc refusait d'accepter. La réussite n'était pas une honte, l'indépendance n'était pas un échec. Et une femme qui a bâti son propre empire ne serait jamais, au grand jamais, une distraction. Elle serait l'événement principal. Amara prit son ordinateur portable, ouvrit le calendrier. 2 semaines. 14 jours pour planifier. 14 jours pour se préparer. 14 jours avant de montrer à sa famille qu'on ne peut pas faire honte à quelqu'un qui refuse d'avoir honte. Elle commença à prendre des notes, détails, préparatifs. Tout devait être parfait, parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de dignité. Il s'agissait de refuser enfin de se faire petite pour que les autres se sentent grands. Il s'agissait de regarder Hélène Leclerc dans les yeux et de lui dire sans un mot « Tu avais tort à mon sujet ». Le téléphone vibra à nouveau. « Béatrice. »« Serette, tu viens ?» Amara sourit. Elle tapa la réponse d'une main ferme. « Oui, je viens. » Et elle irait. Mon Dieu, comme elle irait. Au cours des 14 prochains jours, Amara Rousseau se préparerait pour le moment le plus important de sa vie. Pas un contrat commercial, pas un lancement de produit, mais quelque chose de bien plus profond. Le moment où elle cesserait enfin de demander l'approbation et commencerait à vivre sa vérité. Le moment où la fille rejetée deviendrait impossible à ignorer. Le moment où Hélène Leclerc devrait affronter la question la plus inconfortable de toutes. Et si je m'étais trompé sur ma propre fille ? Amara ferma l'ordinateur portable. Elle prit un verre de vin.
porta un toast seul dans le silence du penthouse. Au mariage de Béatrice, chuchota-t-elle, là où tout va changer. Dehors, Paris brillait sous le ciel nocturne, et à l'intérieur de l'appartement, une femme qui avait passé sa vie à se sentir petite commençait à revendiquer sa véritable taille. Géante, brillante, impossible à cacher. Le message de sa mère était toujours sur l'écran du téléphone. « Ne viens pas au mariage, tu vas nous faire honte. » Mais Amara ne ressentait plus de honte. Elle ressentait quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, de la détermination. Elle prit le téléphone une dernière fois avant de dormir. Elle ouvrit le message pour Marcus. Il avait répondu avec des détails, des photos, des confirmations. Tout était prêt. Dans 2 semaines, une Rolls-Royce noire entrerait dans le parking de la salle de réception à Angers. Et quand la porte s'ouvrirait, tout le monde verrait qui était vraiment Amara Rousseau. Pas la fille honteuse, pas la déception familiale, mais une femme qui a transformé le rejet en carburant, la douleur en pouvoir, la honte en force. Amara éteignit les lumières. Elle s'allongea dans le lit king size, regarda le plafond. Et pour la première fois depuis des années, elle dormit sans le poids d'essayer d'être celle que les autres voulaient qu'elle soit. Car dans 14 jours, tout le monde verrait la vérité. Et la vérité était celle-ci. Vous pouvez essayer de faire honte à une femme, vous pouvez la rejeter, vous pouvez dire qu'elle n'est pas assez bien. Mais si elle refuse d'accepter votre honte, si elle choisit sa propre dignité, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et Amara Rousseau était sur le point de le prouver à toute sa famille. Le mariage de Béatrice serait magnifique, les fleurs seraient parfaites, la nourriture serait délicieuse. Mais le moment dont tout le monde se souviendrait pour toujours serait l'arrivée. L'arrivée de la fille qui ne devrait pas être là. L'arrivée de la femme qui a refusé de disparaître. L'arrivée dans une Rolls-Royce qui disait sans un mot « Je suis assez. Je l'ai toujours été. C'est juste que vous ne pouviez pas le voir. » Amara ferma les yeux, sourit dans le noir. « Préparez-vous, » murmura-t-elle. « Préparez-vous à voir qui je suis vraiment. » Et sur ce, elle se reposa enfin, car la guerre avec sa famille avait commencé. Mais pour la première fois, elle ne se battait pas pour leur approbation. Elle se battait pour elle-même. Et c'était une bataille qu'elle avait déjà gagnée au moment où elle avait décidé de se montrer. Le reste consistait simplement à montrer à tous ce qu'Hélène Leclerc avait toujours refusé d'accepter. Sa fille était magnifique. Et aucun SMS ne pourrait changer cela. Mais dormir fut impossible. Car lorsque Amara Rousseau ferma les yeux, elle ne trouva pas le repos. Elle trouva des souvenirs. Et ces souvenirs n'étaient pas tendres. Le premier surgit enveloppé d'une lumière d'été et d'une odeur de riz brûlé dans la casserole. Amara avait 16 ans. Elle était assise à la table de la cuisine de la maison à Angers, un dépliant d'école technique d'informatique entre les mains. Ses yeux brillaient de quelque chose qu'à cette époque, elle osait encore appeler l'espoir. Hélène Leclerc se tenait debout près de la gazinière, les bras croisés, les lèvres fines comme des lames. « Maman, je veux étudier la programmation. Il y a un cursus technique qui commence en mars. Si je réussis, je pourrai travailler dans la technologie, créer des systèmes, peut-être même ouvrir ma propre entreprise un jour. » Hélène ne la regarda pas. Elle continua de remuer les haricots avec une force inutile, comme si elle pouvait dissoudre l'idée d'Amara avec les grains. Une entreprise. Toi, Amara, sois réaliste. Une fille de ta condition ne devient pas dirigeante d'entreprise. Tu trouveras un bon mari, tu auras des enfants, tu auras une vie convenable. C'est ça, le rêve. Pas ces idées de grandeur. Un diplôme peut être utile, oui, mais pourquoi? Pour être indépendante? Amara, aucun homme de qualité ne voudra d'une femme aussi ambitieuse. Et puis, qui va s'occuper de la maison, de la famille? Mais je ne veux dépendre d'aucun homme, maman. Je veux construire quelque chose à moi. Construire. Hélène tourna enfin le visage, et Amara vit dans ses yeux quelque chose qu'à l'époque elle ne sut nommer. Des années plus tard, adulte et accomplie, elle trouverait enfin le mot juste. La peur. Tu penses que tu vaux mieux que ta famille, hein? Tu penses que tu vas sortir d'ici et devenir quelqu'un? Laisse-moi te dire une chose, ma fille. Les filles convenables ne quittent pas leur foyer pour poursuivre des rêves égoïstes. Elles restent. Elles s'occupent de leur mère qui vieillit, de leur famille. Et oui, elles trouvent un mari respectable. C'est ça, une vraie vie. Amara se souvenait avoir ravalé ses larmes. Elle se souvenait avoir rangé le dépliant dans son sac à dos. Et elle se souvenait,
avec une clarté douloureuse, de s'être inscrite au cours malgré tout, en cachette, en payant les frais avec l'argent qu'elle gagnait, en gardant les enfants du quartier le week-end. Car même à 16 ans, Amara Rousseau connaissait déjà une vérité fondamentale. Si elle attendait l'approbation d'Hélène, elle mourrait en attendant. Le deuxième souvenir survint 6 ans plus tard. Amara avait 22 ans. Elle se tenait dans le salon de la même maison, une lettre de Polytechnique à la main. Elle était admise au programme de master en intelligence artificielle. Elle venait d'obtenir son diplôme en système d'information. Elle avait fini major de sa promotion. Elle avait obtenu une bourse complète pour son master. Et à ce moment-là, la lettre entre les mains, elle pensa que peut-être, juste peut-être, Hélène verrait enfin, qu'elle reconnaîtrait enfin que la fille qu'elle s'obstinait à rabaisser était, en réalité, extraordinaire. Hélène lut la lettre en silence. Béatrice, alors âgée de 18 ans, était aux côtés de sa mère, les yeux écarquillés d'une admiration sincère. « Amara, c'est incroyable. Polytechnique, tu vas habiter à Paris. Habiter à Paris. » Hélène rendit la lettre comme on rend un déchet. « Laisser Paris te dévorer tout entière, tu veux dire. Amara, tu n'iras pas. » Les mots tombèrent comme du plomb. « Comment ça? Je n'irai pas? Maman, c'est une bourse complète. C'est Polytechnique. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et ce que je veux, moi, Amara? Et ce dont ta famille a besoin? Tu vas nous abandonner pour aller jouer à la scientifique à Paris pendant que je reste ici, seule, à m'occuper de tout? Tu as Béatrice. Il y a ta tante qui habite à 2 rues d'ici. Tu n'es pas seule. Je ne suis pas seule parce que tu es encore là. Mais si tu pars, Amara, si tu choisis cette vie égoïste, ce n'est plus la peine de revenir. Parce qu'il n'y aura pas de famille pour t'attendre. » Silence. Béatrice baissa la tête. Amara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et pourtant, 3 mois plus tard, elle fit ses valises. Même le cœur brisé, même en sachant qu'Hélène mettrait sa menace à exécution, Amara Rousseau partit. Parce que l'alternative était de dépérir. C'était mourir à petit feu dans une ville qui n'avait pas de place pour ses rêves. Et si elle devait choisir entre sa famille et elle-même, alors pour la première fois de sa vie, Amara se choisit elle. La 3e mémoire remontait à ses 25 ans. Amara vivait à Paris depuis déjà 3 ans. Elle avait terminé son master. Elle avait décroché un emploi dans une start-up technologique. Et ce jour-là, dans le petit appartement qu'elle partageait avec 2 colocataires, elle prit la décision qui allait tout changer. Elle allait monter sa propre boîte. Conseil en intelligence artificielle. Des systèmes prédictifs pour les entreprises souhaitant optimiser leur processus. Elle avait le savoir-faire. Elle avait le réseau. Elle avait le courage. Ce qu'elle n'avait pas, c'était du soutien. Elle appela Hélène. Elle ne s'était pas parlé depuis des mois. Sa mère répondait à ses appels avec une froideur glaciale par monosyllabes, faisant clairement comprendre qu'Amara avait fait son choix et devait maintenant vivre avec les conséquences. Mais ce jour-là, Amara tenta de nouveau. « Allô maman, c'est moi. » Silence à l'autre bout. « Je t'appelle parce que... je voulais te dire quelque chose. Je vais ouvrir ma propre entreprise, du conseil en IA. J'ai déjà 2 clients intéressés et un associé incroyable. On se lance officiellement le mois prochain. » Amara espérait peut-être des félicitations, peut-être une bonne chance, peut-être même un silence neutre. Ce qu'elle reçut fut pire. Une entreprise. Toi, encore avec ces idées. Amara, quand est-ce que tu vas arrêter de te faire des illusions? Tu n'es pas faite pour ça. Tu n'as pas les épaules pour ça. Et tu sais ce que tout le monde dit de toi ici. Ils disent que tu es devenue prétentieuse, que tu as oublié d'où tu viens, que tu es devenue une de ces femmes de Paris qui se croient supérieures à leur propre famille. Je ne me crois supérieure à personne, maman. Je veux juste construire une vie qui ait du sens pour moi. Du sens. Hélène cracha presque le mot. Tu veux savoir ce qui a du sens, Amara? La famille, les racines, le respect. Des choses que tu as jetées quand tu as décidé que tu valais mieux que nous. Et elle raccrocha. Amara fixa le téléphone pendant de longues minutes. Puis, les mains tremblantes, elle envoya un message à Marcus, son associé. Juste 3 mots. On avance. Et c'est ce qu'ils firent. Au cours des 7 années suivantes, l'entreprise d'Amara grandit. Doucement au début, puis comme une fusée. Contrats avec des multinationales. Prix d'innovation technologique. Articles dans des magazines spécialisés. Amara Rousseau, la jeune PDG qui révolutionnait le marché de l'IA en France. Mais dans chaque victoire, il y avait une absence. À 28 ans, quand elle signa son premier contrat à 7 chiffres, elle appela Hélène. Sa mère décrocha, écouta en silence, et dit seulement ceci. «
L'argent n'achète pas le caractère, Amara. Et elle raccrocha. À 30 ans, quand elle fit la couverture d'un magazine économique, elle envoya un exemplaire par la poste à la maison familiale. Hélène le renvoya par le même moyen, avec un mot. La vanité des autres ne m'intéresse pas. À 31 ans, quand elle acheta le penthouse à Paris, l'appartement de ses rêves avec vue sur toute la ville, elle pensa inviter sa famille à le voir. Elle ne le fit pas, parce qu'elle connaissait déjà la réponse. Et à 32 ans, quand elle reçut le faire-part de mariage de Béatrice, pour la première fois depuis des années, Amara ressentit à nouveau de l'espoir. Parce que peut-être, juste peut-être, un moment aussi important que le mariage de sa petite sœur suffirait à Hélène pour baisser sa garde. Pour voir enfin la fille qu'elle avait devant elle. Mais alors, le message arriva. Ne viens pas au mariage. Tu ne feras que nous faire honte. Et Amara comprit. Elle comprit que peu importait ce qu'elle accomplissait. Peu importait le nombre de prix qu'elle gagnait, d'entreprises qu'elle bâtissait, de barrières qu'elle brisait. Pour Hélène Leclerc, sa fille serait toujours cette gamine têtue de 16 ans qui avait osé vouloir plus que ce qui lui était permis. Et cette compréhension fut, paradoxalement, libératrice. Car si Amara ne serait jamais assez bien aux yeux de sa mère, alors elle n'avait plus besoin d'essayer. Plus besoin de se torturer l'esprit pour comprendre ce qui clochait chez elle. Il n'y avait rien qui clochait. Jamais. Le problème n'a jamais été Amara. Le problème a toujours été Hélène. Et son incapacité à célébrer une fille qui avait eu le courage de faire ce qu'Hélène elle-même n'avait jamais osé. Vivre. C'est avec cette pensée qu'Amara, à 3 heures du matin, lors de cette nuit d'insomnie, reprit son téléphone. Cette fois, elle n'appela pas sa mère. Elle appela Marcus. Il répondit à la 3e sonnerie, la voix rauque de sommeil. « Mara, ça va? Quelle heure est-il » 3 heures du matin. Désolé de te réveiller, mais j'ai besoin d'un service. Marcus était déjà plus alerte. Il connaissait Amara depuis 10 ans. Il savait que quand elle appelait à 3 heures du matin, c'était sérieux. « Dis-moi, tu te souviens de cette Rolls-Royce qu'on avait pensé louer pour la campagne de l'entreprise l'année dernière ? Je m'en souviens, la Phantom. Pourquoi ? Tu peux m'en trouver une pour demain après-midi ? Silence à l'autre bout du fil. Puis, lentement, Marcus se mit à rire. Ce n'était pas un rire moqueur. C'était le rire de quelqu'un qui avait enfin compris. Mara, tu vas faire ce que je pense que tu vas faire. Je vais au mariage de ma sœur. Ta mère ne t'a pas invité. Je sais. Mais tu sais ce que j'ai découvert, Marcus. Je n'ai pas besoin d'invitation. Je n'ai pas besoin d'approbation. Je n'ai pas besoin de la permission de qui que ce soit pour exister dans les espaces qui m'appartiennent. Et Béatrice est ma sœur. J'ai tout à fait le droit d'être là. Marcus resta silencieux un moment. Quand il reprit la parole, sa voix était sérieuse, protectrice. Tu es sûr ? Parce que ça va provoquer un séisme, Mara. Tu le sais. Je sais. Et tu sais quoi ? J'en ai assez de me faire toute petite pour rentrer dans leur monde. J'en ai assez de cacher qui je suis pour ne pas déranger. S'ils veulent tant me traiter comme une honte, alors qu'il en soit ainsi. Mais je vais y aller. Et je vais y aller exactement tel que je suis. Prospère. Épanoui. Magnifique. À l'autre bout du fil, Marcus sourit. Amara ne pouvait pas le voir, mais elle le sentait. La Phantom sera devant ta porte demain à 14 heures. Chauffeur, tout compris. Tu n'as qu'à te présenter. Merci, Marcus. Fonce, Mara. Montre-leur qui tu es. Et il raccrocha. Amara resta là, tenant son téléphone, le cœur battant la chamade, un étrange mélange de peur et d'euphorie envahissant sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, elle sortit du lit. Elle alla jusqu'à la table de chevet. Elle ouvrit le tiroir du bas, celui qu'elle ouvrait rarement parce qu'il contenait des choses qui faisaient trop mal à voir souvent. Et là, parmi de vieux papiers et des lettres jaunies, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une photographie. Amara et Béatrice. Bia avait 7 ans. Amara en avait 11. Elles étaient enlacées dans la cour de la maison à Angers, souriant à l'objectif avec cette joie insouciante de ceux qui ne connaissent pas encore la déception. Béatrice portait une robe rose qu'Amara l'avait aidée à choisir. Amara portait un t-shirt avec des étoiles. À cette époque, elles étaient inséparables. Béatrice suivait Amara partout. Mara, apprends-moi à lire. Mara, emmène-moi jouer. Mara, reste avec moi. Et Amara restait. Elle restait toujours. Mais avec le temps,
Avec les disputes, la pression d'Hélène et la distance géographique et émotionnelle qui s'était installée entre Amara et sa famille, cette proximité s'effrita. Béatrice continuait d'aimer sa grande sœur, Amara le savait. Mais Bia aimait aussi sa mère. Et dans le conflit entre les deux, Béatrice avait choisi le silence. Elle n'avait jamais défendu Amara ouvertement. Jamais affronté Hélène. Elle était juste restée au milieu, essayant de maintenir la paix, étant la fille parfaite qu'Amara n'avait jamais réussi à être. Et c'était peut-être pour ça qu'Amara avait besoin d'aller à ce mariage. Pas seulement pour elle-même, mais pour ses deux petites filles sur la photo. Pour la sœur qu'elle aimait encore, malgré tout. Pour la chance, aussi infime soit-elle, que peut-être, juste peut-être, Béatrice soit heureuse de la voir. Amara tenait la photo avec précaution, comme on tient quelque chose de sacré. Et elle murmura, tout bas, les mots que personne d'autre qu'elle n'entendit. Ils n'ont aucune idée de qui je suis devenu. Et ils n'en avaient vraiment aucune idée. Parce que l'Amara qu'ils connaissaient était l'adolescente peu sûre d'elle de 16 ans. La jeune femme désespérée de 22 ans. La fille rejetée de 25 ans. Mais la femme qui arriverait à ce mariage le lendemain était différente. C'était quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Qui avait affronté le marché le plus compétitif du pays et gagné. Qui avait transformé la douleur en carburant, le rejet en détermination, la honte en pouvoir. Hélène Leclerc pensait que sa fille était une disgrâce. Amara était sur le point de prouver que la disgrâce était la seule chose qu'elle ne serait jamais. Elle remit la photo dans le tiroir, le referma avec soin, et finalement, après des heures d'insomnie, retourna au lit. Cette fois, elle dormit, parce que la guerre avait déjà commencé. Mais pour la première fois de sa vie, Amara Rousseau ne se battait pour l'approbation de personne, elle se battait pour elle-même. Et cette bataille, elle l'avait déjà gagnée au moment où elle avait décidé d'exister sans demander la permission. Le reste n'était que de la mise en scène. Et Amara avait toujours excellé dans la mise en scène. Le matin arriva plus vite qu'Amara ne l'espérait. 6 heures. 4 heures de sommeil intermittent. Des rêves fragmentés avec la voix de sa mère, répétant des mots qu'elle avait passé des années à essayer d'oublier. Mais quand la lumière de Paris commença à filtrer à travers les rideaux de sa chambre, Amara Rousseau n'avait plus peur. Elle était prête. L'appartement dans lequel elle se réveilla n'était pas n'importe quel appartement. C'était un penthouse de 300 mètres carrés au cœur des jardins, avec une vue panoramique qui embrassait toute la ville. Des baies vitrées du sol au plafond, un sol en marbre italien qui reflétait la lumière du matin comme de l'eau, des meubles choisis non pour leur prix, mais pour leur beauté, pour le sentiment d'appartenance que chaque pièce apportait. Amara avait acheté cet endroit il y a 3 ans. Payé comptant, avec l'argent qu'elle avait gagné elle-même, à la sueur de son front, avec des nuits blanches dont personne dans sa famille ne soupçonnerait jamais l'existence. Elle se leva doucement, ses pieds touchèrent le sol froid, et le choc fut réconfortant, réel, présent. Elle traversa le couloir silencieux jusqu'à la cuisine ouverte, où la machine à café italienne avait déjà été programmée la veille au soir. L'arôme des grains éthiopiens emplissait l'air. Elle se servit une tasse, prit la première gorgée en regardant par la fenêtre, voyant Sao Paulo s'éveiller peu à peu. Immeuble. Mouvement. La vie qui suivait son cours pendant qu'elle se préparait à retourner à l'endroit qu'il avait un jour défini comme une moins que rien. Ribeirão Preto semblait si loin d'ici. Ce n'était pas seulement 300 kilomètres, c'était tout un univers de distance. Amara posa la tasse sur le comptoir et se dirigea vers le dressing. Ce n'était pas un placard. C'était une pièce entière. Des étagères en verre illuminées. Des vêtements organisés par couleur, par occasion, par saison. Des chaussures alignées comme des œuvres d'art. Des sacs à main qui coûtaient le salaire mensuel de bien des gens. Elle s'arrêta à l'entrée et contempla tout cela. Pendant une seconde, elle ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était presque un vertige. Comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas la vie de quelqu'un d'autre. C'était la sienne. Amara Santos avait construit ça. Brique par brique. Contrat par contrat. Client par client. Elle avait transformé du code en argent, des algorithmes en liberté, de l'intelligence artificielle en véritable pouvoir. Un pouvoir dont sa mère ne soupçonnait même pas l'existence. Elle choisit une robe. Pas n'importe quelle robe. Une robe faite sur mesure par une styliste brésilienne qui défilait maintenant à Paris.
Un tissu fluide dans des tons de bleu profond, presque noir, qui bougeait comme de l'eau sur la peau. Décolleté élégant, dos nu, longueur s'arrêtant juste en dessous des genoux. Sophistiqué sans être exagéré. Puissant sans être tapageur. Parfait. Elle posa la robe sur le lit king size et retourna dans la salle de bain. Murs en marbre, Kalakata. Une baignoire îlot qu'elle utilisait rarement faute de temps. Une douche à la pression parfaite qui l'accueillait maintenant comme une étreinte chaleureuse. Amara resta sous l'eau plus longtemps que nécessaire. Elle laissa la chaleur dissoudre la tension de ses épaules. Elle laissa la vapeur remplir ses poumons. Elle laissa l'eau laver tout ce qui restait de la jeune fille incertaine qui avait un jour cru aux paroles de sa mère. Quand elle sortit, elle était différente. Plus ferme, plus présente. Elle se sécha le corps lentement, appliqua sa lotion avec des mouvements précis, choisit son maquillage avec soin. Rien d'exagéré. Fond de teint léger, yeux soulignés, rouge à lèvres nude avec une touche de brillance, cheveux naturels aux boucles définies, relevés en un chignon bas élégant qui dégageait sa nuque. Elle enfila la robe, ajusta le tissu, se regarda dans le miroir en pied. Et pour la première fois depuis longtemps, Amara Santos vit la femme qu'elle était vraiment. Pas la fille rejetée, pas la sœur oubliée, pas la disgrâce que sa mère avait décrite dans ce message. Juste Amara, accomplie, élégante, entière. Elle prit ses boucles d'oreilles, de véritables perles noires qu'elle avait achetées à Tokyo lors d'un voyage d'affaires l'année précédente. Elle les mit avec soin. Le poids, léger mais significatif à ses oreilles, était comme une affirmation silencieuse. « Je mérite d'être ici ». Elle sortit de la chambre et marcha jusqu'au bureau. Une autre pièce qui racontait une histoire que sa famille ignorait complètement. Des étagères remplies de livres sur la technologie, l'intelligence artificielle, la gestion d'entreprise. Un bureau en verre avec 2 écrans dernier cri. Et sur le mur derrière le bureau, quelque chose qui fit marquer une pause à Amara. Des récompenses. Ce n'étaient pas juste des plaques décoratives, c'étaient de vraies reconnaissances. Prix de l'innovation technologique du magazine Exam. Trophée de l'entrepreneur de l'année par Endeavor. Certification de l'entreprise la plus prometteuse du secteur de l'IA par l'Association brésilienne des startups. Une photo encadrée d'elle serrant la main du gouverneur de São Paulo, lors d'une cérémonie d'encouragement à la technologie. Amara n'avait pas mis tout cela là pour s'exhiber. Elle l'avait mis pour se souvenir. Dans les jours difficiles. Dans les moments de doute. Quand la voix de sa mère résonnait encore dans sa tête, lui disant qu'elle ne serait jamais rien. Elle toucha le bord d'un des trophées. Froid, solide, réel. Helena Santos pensait que sa fille était une honte. Mais l'épreuve racontait une autre histoire. Une histoire qu'Amara avait écrite seule, sans la permission de personne, sans l'approbation de personne, sans la validation dont elle avait cru un jour avoir besoin. Son téléphone vibra. Marcus. Je suis en bas. Prête ? Amara prit une profonde inspiration. Elle regarda autour du bureau une dernière fois. Elle regarda les prix, les livres, la vie qu'elle avait construite en secret, protégée de la famille qui n'avait jamais cru en elle. Et puis elle répondit. Prête. Elle prit son sac. Un Bottega Veneta discret en cuir noir. Elle n'y mit que l'essentiel. Téléphone, portefeuille, rouge à lèvres, clé et une photo. La même photo qu'elle avait regardée la veille au soir. Elle et Béatrice enfant, souriante, avant que tout ne s'effondre. Elle ferma la porte de l'appartement derrière elle et descendit par l'ascenseur privé. Chaque étage qui passait était comme une couche de protection qu'on retirait. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Amara Santos était complètement exposée et complètement prête. Marcus l'attendait devant l'immeuble. Il n'était pas seul. À côté de lui, garée comme une créature d'un autre monde au milieu de São Paulo, se trouvait une Rolls-Royce Phantom. Noire, imposante, impossible à ignorer. Amara s'arrêta. Pas parce qu'elle était impressionnée par la voiture. Elle avait déjà vu des voitures comme ça. Elle avait même envisagé d'en acheter une. Mais elle avait toujours trouvé ça trop voyant. Trop évident. Trop théâtral. Mais maintenant, en regardant cette machine au luxe silencieux, Amara comprenait. Ce n'était pas une question de voiture. C'était une question de message. Marcus s'approcha. Il portait un costume sombre, une cravate impeccable, la posture de quelqu'un qui avait passé des années aux côtés d'Amara à bâtir un empire, pendant que le reste du monde les sous-estimait. « Tu es sûr de toi » demanda-t-il, voix basse, sérieuse. Amara le regarda.
Le meilleur ami qui était devenu associé. L'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre n'y croyait. Qui avait signé des contrats avec elle quand les investisseurs riaient à l'idée de 2 personnes noires créant un cabinet de conseil en intelligence artificielle dans un pays qui comprenait encore à peine ce que cela signifiait. Marcus avait été là, dans les jours impossibles, dans les réunions humiliantes, dans les rejets qui faisaient plus mal que n'importe quel message de sa mère. Et il était là maintenant, tenant les clés d'une Rolls-Royce louée spécialement pour cette occasion, lui offrant la chance de faire une déclaration qui ne pourrait être ignorée. « J'en suis sûr », dit Amara. Et cette fois, sa voix ne trembla pas. Marcus sourit. Ce n'était pas un sourire de victoire. C'était un sourire de reconnaissance, de respect. Il lui tendit les clés. « Alors vas-y et montre-leur qui tu es vraiment. » Amara prit les clés. Le métal était lourd dans la paume de sa main, pas par le poids physique, par le poids symbolique, par ce que cela représentait. Elle marcha jusqu'à la voiture, ouvrit la porte. L'intérieur était tout ce qu'elle attendait. Cuir beige, bois poli, silence quasi sacré, le genre de silence que seul l'argent peut acheter. Elle entra, régla le siège, mit sa ceinture de sécurité, alluma le moteur. Le son était presque imperceptible. Un ronronnement bas, contenu, puissant, comme une bête endormie qui pourrait se réveiller à tout moment. Marcus toqua à la fenêtre. Amara la baissa. « N'oublie pas, dit-il. Tu ne fais pas ça pour eux, tu le fais pour toi. » Amara acquiesça. Mais intérieurement, elle savait que ce n'était pas si simple. Ce n'était jamais si simple. Car même si elle avait construit cette vie, même si elle avait conquis tout cela seule, il y avait encore une part d'elle, petite mais insistante, qui voulait qu'Elena Santos regarde sa fille et voie non pas la honte, mais la femme. Marcus s'éloigna. Amara remonta la vitre. Elle programma le GPS pour Ribeirão Preto. 315 km. 3h30 de route. 3h30 pour se préparer. Pour respirer. Pour se rappeler qui elle était et pourquoi cela comptait. La voiture glissa hors du garage. Silencieuse. Fluide. Puissante. São Paulo s'ouvrait devant elle. L'avenue Paulista. Bande errante. La route qui menait vers l'intérieur des terres. Vers le passé. Vers la confrontation qu'elle avait évitée pendant des années. Mais cette fois, Amara ne fuyait pas. Elle avançait. La route était tranquille. La fantôme fendait l'asphalte comme si elle flottait. À l'intérieur, tout était calme. Dehors, le monde défilait à toute vitesse. Amara alluma la musique. Elle choisit une playlist qu'elle avait faite il y a des années. Du jazz doux, des voix féminines qui chantaient à la douleur et la résilience. Des musiques qui l'avaient accompagnée dans les nuits blanches, dans les moments de solitude, dans les victoires dont personne n'avait été témoin. La musique remplissait l'espace, et pour la première fois depuis qu'elle avait reçu le message de sa mère, Amara s'autorisa à tout ressentir. La colère, le chagrin, la peur, mais aussi autre chose. Quelque chose qu'elle n'attendait pas. L'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, Elena Santos parviendrait à voir au-delà de sa propre honte. Que peut-être Béatrice réussirait à comprendre qu'Amara n'avait jamais abandonné la famille, qu'elle avait simplement choisi de ne pas disparaître, que peut-être, à la fin, tout cela en vaudrait la peine. Les kilomètres défilaient, 100, 150, 200. Et à chaque kilomètre, Amara sentait quelque chose changer. Ce n'était pas de la confiance, ce n'était pas exactement du courage. C'était quelque chose de plus profond. C'était de l'acceptation. L'acceptation qu'elle avait tout fait correctement, qu'elle avait bâti une vie digne, qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour valider qui elle était. Mais aussi l'acceptation que vouloir cette approbation ne la rendait pas faible. Cela la rendait humaine. Amara Santos était beaucoup de choses. Femme d'affaires. Entrepreneur. Une femme noire qui avait réussi sur un marché qui n'était pas fait pour elle. Mais avant tout cela, elle était encore une fille. Elle était encore une sœur. Elle portait encore en elle la petite fille, qui un jour voulait juste être aimée par sa propre mère. Et il n'y avait aucune honte à cela. Le panneau apparut sur la route. Ribeirão Preto, 50 km. Le cœur d'Amara s'accéléra. Ses mains serrèrent le volant. Sa respiration se fit plus courte. Elle prit son téléphone, ouvrit les messages, lut à nouveau les mots de sa mère. « Ne viens pas au mariage, tu ne feras que nous faire honte. » Et alors, pour la première fois, Amara répondit. Pas avec des mots,
mais par l'action. Elle accéléra. La fantôme répondit instantanément. Le moteur puissant propulsant la voiture vers l'avant. L'asphalte disparaissant sous les roues. Le destin inévitable se rapprochant à chaque seconde. 30 km. 20. 10. Amara entra dans la ville. Les rues connues, les coins familiers, la place où elle jouait quand elle était enfant. L'église où Béatrice était sur le point de se marier. Tout était pareil. Tout était différent. Parce qu'Amara avait changé. Et elle était sur le point de le prouver. Elle suivit les panneaux jusqu'au lieu du mariage. Une propriété en périphérie de la ville. Un bel endroit. Cher. Le genre d'endroit qu'Elena Santos aurait choisi pour impressionner les voisins. Pour montrer que la famille Santos avait de la classe. Avait de la dignité. Avait de la valeur. Amara gara la Rolls-Royce à l'entrée. Coupa le moteur. Resta assise en silence un moment. Le mariage n'avait pas encore commencé. Les invités arrivaient. Des voitures ordinaires. Des gens vêtus de beaux vêtements, mais pas extraordinaires. Tout était très... normal. Et puis elle apparut. Dans la fantôme noire. Amara regarda dans le rétroviseur. Ajusta son rouge à lèvres. Prit une profonde inspiration. Posa la main sur la poignée. Et se souvint des mots de Marcus. Montre-leur qui tu es vraiment. Mais plus que cela, elle se souvint de ses propres mots. Des mots qu'elle s'était dit la veille au soir, quand elle avait décidé d'y aller. Je n'ai rien à prouver à personne, mais je mérite d'exister sans demander la permission. Amara ouvrit la porte. Le son attira immédiatement l'attention. Ce n'était pas du bruit. C'était une présence. C'était l'impossibilité d'ignorer. C'était la Rolls-Royce Phantom, le symbole ultime de richesse et de statut, garée devant une propriété à Ribeirão Preto, comme si elle était tombée d'une autre planète. Les gens s'arrêtèrent, se retournèrent, regardèrent, et Amara Santos sortit de la voiture, les pieds touchant le sol. Une robe bleu profond fluide comme de l'eau. Posture droite, regard ferme, présence indéniable. Elle ne courut pas, elle ne se cacha pas, elle ne baissa pas la tête. Elle marcha. Droit vers l'entrée, droit vers le mariage, droit vers la famille qui avait dit qu'elle était une honte. Et la seule chose qu'Amara ressentit à ce moment-là, alors que les regards se fixaient sur elle comme des projecteurs impossibles à fuir, fut une clarté absolue. Elena Santos avait raison sur une chose. Amara Santos allait vraiment faire honte à la famille. Mais pas de la manière dont sa mère l'imaginait. Elle allait faire honte au récit qu'ils avaient créé, à l'histoire qu'ils racontaient sur la fille ratée, aux mensonges qu'ils avaient soutenus pendant des années pour justifier le rejet. Parce que la vérité était là, maintenant. Vêtue de bleu, sortant d'une Rolls-Royce, marchant la tête haute. Et la vérité était impossible à ignorer. Amara fit un pas de plus, et un autre, et encore un autre. Le bruit autour commença à augmenter. Des chuchotements, des questions, le choc. Qui est-ce? D'où vient cette voiture? C'est une Rolls-Royce? Mais Amara n'entendit rien de tout cela. Ou plutôt, elle entendit, mais cela n'avait pas d'importance. Parce qu'elle était concentrée, présente, complètement consciente de chaque mouvement, chaque respiration, chaque battement de cœur qui la rapprochait de la confrontation qu'elle avait évitée pendant des années. Elle arriva à l'entrée. La porte était ouverte. Une musique douce jouait à l'intérieur. Décoration élégante, fleurs blanches. Tout était prêt pour le mariage parfait de Béatrice Santos. Amara s'arrêta sur le seuil. À l'intérieur, les gens discutaient, riaient, attendaient le début de la cérémonie. Personne ne l'avait encore remarqué. Personne ne savait que la fille rejetée était sur le point d'entrer. Amara regarda en arrière, vers la Rolls-Royce garée comme une déclaration impossible à nier. Elle regarda devant, vers le mariage, vers la famille, vers Elena Santos, qui était probablement quelque part à l'intérieur, persuadée que sa fille indigne avait enfin obéi. Et Amara sourit. Ce n'était pas un sourire de vengeance, ce n'était pas un sourire de colère. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin compris quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas besoin de leur approbation, mais elle méritait leur respect, et elle était sur le point d'exiger exactement cela. Amara Santos fit le dernier pas, franchit le seuil, entra dans le mariage. Et le monde qu'elle connaissait était sur le point de changer pour toujours. Parce que le déshonneur était ce qu'ils attendaient, mais ce qu'ils allaient recevoir était quelque chose de complètement différent. Vérité,
pouvoir, dignité, et une femme qui avait appris, de la manière la plus dure possible, que le seul jugement qui comptait vraiment était le sien. Amara prit une profonde inspiration et pensa, avec une clarté cristalline qui tranchait à travers des années de douleur et de rejet. Montrons-leur à quoi ressemble vraiment la disgrâce. Elle s'avança, droit au cœur de la tempête qu'elle avait évitée depuis si longtemps. Et cette fois, elle ne fuyait pas. Elle allait enfin, complètement, vers sa propre vérité. Le doux vrombissement de la Rolls-Royce brisa le silence élégant de l'après-midi. Ce n'était pas un son agressif, c'était pire. C'était la signature tranquille du pouvoir. C'était le genre de son qui faisait que les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient et levèrent les yeux, sans même savoir pourquoi. Le domaine du mariage était exactement comme Amara l'avait imaginé. Un jardin impeccable au cœur de Ribeirão Preto, où l'élite locale célébrait ses moments de gloire. Des fleurs blanches entrelacées sur des arches en fonte, des tables avec des nappes en lin crème, des chaises avec des nœuds en satin qui ondulèrent doucement dans la brise de l'après-midi. Et là, glissant sur l'allée de gravier blanc comme une panthère noire parmi des colombes, se trouvait la Rolls-Royce Phantom. La première personne à le remarquer fut un valet. Il se figea, les clés d'une Mercedes à la main, les yeux rivés sur la voiture qui approchait. Ce n'était pas seulement le véhicule, c'était la façon dont il se déplaçait, sans hâte, sans anxiété, comme si le monde entier pouvait attendre. La voiture s'arrêta, le moteur se coupa, et pendant un moment qui sembla durer une éternité, rien ne se passa. Juste le silence tendu de 200 invités réalisant que quelque chose n'était pas prévu au programme. Amara voyait tout à travers la vitre légèrement teintée. Elle vit les regards se tourner, elle vit les coups s'étirer. Elle vit les conversations mourir au milieu des phrases. Elle prit une profonde inspiration. Une fois, 2 fois. Et puis elle ouvrit la porte. Le premier détail que les invités remarquèrent fut la chaussure. Un louboutin rouge sang touchant le gravier avec la délicatesse de quelqu'un qui savait exactement l'impact qu'elle causait. Ensuite vint la robe. Pas blanche, évidemment. Ce serait une insulte à la mariée. Mais un bleu marine profond qui épousait chaque courbe avec la précision de la haute couture. Un tissu qui coûtait plus cher au maître que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Et alors, Amara se leva, de toute sa hauteur. 1,75 m d'élégance qui n'avait pas été forgé dans des salons de beauté, mais dans des salles de réunion. Dans des présentations pour des investisseurs. Dans des nuits blanches à bâtir quelque chose en partant de zéro. Elle referma la portière de la voiture derrière elle avec un clic doux. Et elle marcha. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Non pas parce que quelqu'un l'avait demandé, mais parce qu'en présence de quelqu'un qui savait exactement qui elle était, l'espace se créait simplement de lui-même. Ce fut Tante Conceição qui brisa le silence la première. Évidemment que c'était elle. Mon Dieu, c'est Amara. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait cette qualité perçante que maîtrisent bien toutes les commères professionnelles. La fille d'Helena, Amara. Celle qui, eh bien, vous savez. Les têtes se tournèrent comme des dominos qui tombent. D'abord vers Conceição, puis vers la Rolls-Royce, puis vers Amara, et ensuite de retour vers la voiture, comme s'ils avaient besoin de confirmer qu'ils n'hallucinaient pas. « C'est une Rolls-Royce » chuchota quelqu'un. « Une Phantom, dernière génération. » La réponse vint d'un homme en costume onéreux qui s'y connaissait clairement en voiture de luxe. Environ 2 millions de réais. Au bas mot. 2 millions, la femme à côté de lui faillit s'étouffer avec son champagne. Mais je croyais qu'elle. Moi aussi. La voix était basse, mais curieuse, pas encore jugeante, juste confuse. Conceição ne perdit pas de temps. Elle circulait déjà parmi les groupes, sa voix portant ce ton de fausse inquiétude qui était sa marque de fabrique. Pauvre Helena. Imaginez l'humiliation. Sa fille débarquant comme ça, faisant tout ce spectacle. Et dans une voiture de location, c'est sûr. Vous savez comment elle est. Elle a toujours aimé faire des drames, attirer l'attention. Depuis toute petite, a essayé d'être plus que ce qu'elle était vraiment. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Conceição qui n'y était pas avant. Une légère incertitude. Car même elle, avec toute son expérience en ragot, savait que personne ne louait une Rolls-Royce Phantom pour une après-midi. Le coût serait astronomique. Et l'attitude d'Amara. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait semblant. C'était quelqu'un qui était à sa place. Amara entendait tout. Chaque murmure, chaque spéculation, chaque jugement hâtif. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas. Elle ne se justifia pas. Elle continua simplement de marcher,
ses pas mesurés et assurés sur le gravier qui ressemblait maintenant à un tapis rouge. Et puis elle vit Béatrice. La mariée était en haut des marches menant au jardin intérieur, entourée de ses demoiselles d'honneur. Toutes dans des robes lilas identiques, toutes avec des bouquets de lavande, toutes figées au milieu de ce qui devait être une séance photo pré-cérémonie. Les yeux de Béatrice rencontrèrent ceux d'Amara. Et quelque chose en eux se brisa. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la honte. C'était quelque chose de plus complexe, de plus douloureux. C'était la joie pure de voir la sœur qu'elle aimait, se heurtant violemment à la terreur de savoir que leur mère regardait. C'était la fierté de voir Amara là, si belle, si puissante, affrontant de plein fouet le souvenir vif de ce message. « Ne viens pas au mariage, tu vas nous faire honte. » Béatrice fit un pas en avant. Ses demoiselles d'honneur essayèrent de la retenir, mais elle se dégagea. Elle descendit 3 marches, 4, 5. Amara. Sa voix était un murmure qui portait 28 ans d'histoire, de poupées partagées, de secrets racontés à minuit, d'une petite sœur qui avait toujours regardé son aînée comme si elle était faite de lumière, même quand la famille entière insistait pour dire qu'Amara était les ténèbres. Amara s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'elle était sortie de la voiture, son armure vacilla. Juste un peu. Juste assez pour que Béatrice le voie. « Tu es venue. » Béatrice courait presque maintenant, sa robe de mariée se déployant derrière elle comme de l'écume. « Tu es vraiment venue. » Mais avant qu'elle ne puisse atteindre Amara, une voix trancha l'air comme une lame. « Béatrice, reviens ici, tout de suite. » Elena. La mère d'Amara se tenait sur la véranda latérale, une main appuyée sur la colonne de marbre comme si elle en avait besoin pour ne pas tomber. Elle portait une robe champagne aux broderies dorées. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable. Ses bijoux étaient discrets, mais coûteux, choisis pour impressionner sans crier. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que son visage avait l'expression de quelqu'un qui venait de voir un fantôme, ou pire, quelqu'un qui venait de voir une vérité qu'elle avait passé 5 ans à essayer d'enterrer. Ses yeux allèrent du visage d'Amara à la Rolls-Royce, de la Rolls-Royce à la robe, de la robe aux chaussures, des chaussures aux bijoux discrets mais indubitablement authentiques au cou et aux poignets d'Amara. Et puis de retour au visage de sa fille, la fille qu'elle avait qualifiée de disgrâce, la fille qui apparemment pouvait s'offrir ce mariage entier 3 fois et avoir encore de la monnaie. Elena ne dit rien, mais sa bouche s'entr'ouvrit légèrement et quelque chose qui aurait pu être un son s'échappa. Ce n'était pas tout à fait un mot, c'était plutôt le fantôme d'un mot. Béatrice était figée à mi-chemin entre sa mère et sa sœur, littéralement. Elle resta là, le bouquet tremblant dans ses mains, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle n'avait pas le droit de verser parce que le maquillage de la mariée ne devait pas être ruiné. « Maman !» Sa voix était une supplique. « Maman, s'il te plaît !» Mais Elena ne regardait pas Béatrice. Elle était bloquée sur Amara. Et il y avait quelque chose de terrible dans ce regard. Ce n'était pas juste le choc. C'était le genre de réalisation qui fracasse le monde d'une personne. Le genre qui réécrit les 5 dernières années en une fraction de seconde. Raphaël, le marié, apparut aux côtés de Béatrice. Il était beau de façon conventionnelle. Cheveux bien coupés, costume impeccable. Le genre d'homme que les mères approuvaient parce qu'il venait d'une famille connue et avait un emploi stable. « C'est qui ?» chuchota-t-il à Béatrice, ses yeux allant de la Rolls-Royce à Amara, avec une confusion sincère. « Ma sœur. » La voix de Béatrice était si basse qu'elle se perdit presque dans le vent. « Ta. » Raphaël cligna des yeux. « La sœur dont ta mère a dit qu'elle ne viendrait pas. Celle qui travaille dans... » « Dans quoi déjà ? Ta mère n'a jamais été très claire. »« La technologie. » Béatrice déglutit péniblement. « Elle travaille dans la technologie. » Raphaël regarda à nouveau la voiture, puis Amara. Son expression changea. Pas pour du jugement, mais pour quelque chose qui frisait le respect. Parce qu'il venait de suffisamment d'argent pour reconnaître le vrai argent quand il le voyait. « La technologie !» répéta-t-il, et il y avait un nouveau ton dans sa voix. Quel genre de technologie paie une fantôme? Mais Béatrice ne répondit pas, parce qu'à ce moment-là, Amara recommença à avancer. Elle n'alla pas vers Béatrice, pas vers Elena. Elle continua simplement son chemin initial, montant les larges marches qui menaient à la zone de la cérémonie. Chaque pas était mesuré, élégant, inévitable. Et alors qu'elle passait, quelque chose d'étrange se produisit. Les gens commencèrent à se souvenir.
à relier les points. Santos, le nom de famille est Santos, n'est-ce pas? Une femme chuchota à son ami. Vous n'avez pas lu cet article dans Veja sur la fondatrice de l'entreprise d'intelligence artificielle qui a signé un contrat avec Microsoft? Celle qui a 32 ans et qui est déjà sur la liste des femmes d'affaires les plus influentes? Santos. Amara Santos. Le nom commença à circuler. Doucement au début, puis plus fort, comme un courant électrique passant de personne en personne. C'est elle? Ça ne peut pas être elle. Elena n'a jamais mentionné. Elena ne savait probablement pas. Ou elle savait et ne voulait pas l'admettre. Tante Concession avait blêmi. Son don pour les commérages l'avait entraîné à reconnaître quand un récit échappait à tout contrôle. Et celui-ci devenait une avalanche. Eh bien, elle essaya de regagner du terrain, mais sa voix était tendue. L'argent ne fait pas tout. Ce n'est pas une question de voiture chère. C'est une question de famille, de valeur, de présence. Mais personne ne l'écoutait. Parce que tout le monde observait Elena. La matriarche de la famille Santos tremblait. Pas visiblement, pas d'une manière que quelqu'un qui ne la connaissait pas remarquerait. Mais ses filles le reconnaissaient. Le léger tremblement des doigts. La façon dont elle clignait des yeux très vite, comme si elle essayait de traiter quelque chose d'impossible. Elle avait construit un récit, une histoire qu'elle s'était racontée à elle-même et à tous ceux qui l'entouraient. Camara était la fille difficile, celle qui avait choisi une voie étrange, celle qui avait abandonné les valeurs de la famille, celle qui leur ferait honte si elle apparaissait. Et maintenant, ce récit lui explosait au visage, devant 200 invités, avec la force de 2 millions de raies de métal et de cuir allemand garés à l'entrée. Amara atteignit le haut des marches. Elle s'y arrêta un instant, se retournant pour regarder le jardin qui s'étendait en contrebas. Les gens, les fleurs, la perfection soigneusement orchestrée de ce jour. Et au centre de tout, sa mère, toujours bloquée, toujours en train de traiter l'information. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance. Mère et fille. Deux femmes qui furent un jour tout l'une pour l'autre, maintenant séparées par un abîme qui avait été creusé mot après mot, rejet après rejet, au fil des années. Amara ne sourit pas, ne fit pas signe, ne fit aucun geste de triomphe. Elle soutint simplement le regard d'Elena. Et dans ce regard, il y avait tout. Il y avait la petite fille de 10 ans, qui avait entendu pour la première fois qu'elle était difficile. L'adolescente de 15 ans qui avait été défavorablement comparée à sa petite sœur plus sage. La jeune femme de 20 ans à qui on avait conseillé d'abandonner ses rêves, irréalistes, et de trouver un vrai travail. La femme de 27 ans qui avait arrêté de rentrer à la maison parce que c'était plus facile que de voir la déception dans les yeux de sa mère à chaque fois qu'elle franchissait la porte. Et il y avait aussi la femme de 32 ans qui avait bâti un empire, qui avait prouvé à tous ceux qui avaient redouté d'elle qu'ils avaient tort, qui avait transformé ses blessures en carburant et son rejet en détermination, qui était venu, même si on lui avait dit de ne pas venir, qui avait refusé d'être effacé. Le moment se brisa lorsqu'un des coordinateurs du mariage, ignorant la tension, annonça que la cérémonie commencerait dans 15 minutes et que tous les invités devaient y rejoindre leur place. Les gens commencèrent à bouger. Lentement au début, puis avec plus d'urgence, à mesure que la réalité du planning reprenait le dessus. Béatrice était toujours figée au même endroit, les larmes coulant maintenant librement sur son visage, ruinant le maquillage que 3 personnes avaient passé 1 heure à appliquer. Béatrice. Raphaël lui toucha doucement le bras. « Mon amour, nous devons. La cérémonie. » « Je sais. » Elle essuya son visage du revers de la main, étalant encore plus le maquillage. « Je sais, j'ai besoin. » Mais elle ne termina pas sa phrase, parce qu'elle ne savait pas de quoi elle avait besoin. Serrer sa sœur dans ses bras, crier sur sa mère, remonter le temps et effacer 5 ans de silence complaisant. Elena bougea la première. Elle descendit de la véranda d'un pas qui semblait mécanique, comme si son corps fonctionnait en pilote automatique, alors que son esprit était encore sous le choc. Elle passa devant Amara sans la regarder. « Béatrice. » Sa voix était étrangement plate. « On va arranger ton maquillage, on a 15 minutes. »« Maman, 15 minutes, » répéta Elena, et cette fois, il y avait de l'acier dans sa voix, le genre d'acier qu'elle avait toujours utilisé pour garder sa famille dans le rang, pour sauver les apparences, pour s'assurer que tout paraisse parfait, même quand tout s'écroulait.
Béatrice regarda Amara une dernière fois. Un regard d'excuse, d'amour, de désespoir. Et puis elle laissa Raphaël la guider à l'intérieur, pour réparer son visage, pour se préparer à marcher vers l'hôtel comme si son monde ne venait pas d'être bouleversé. Amara resta seule en haut des marches. Les invités rejoignaient tous leur place maintenant, et beaucoup l'observèrent du coin de l'œil, leur chuchotement créant un bourdonnement constant de spéculation. Elle aurait dû se sentir victorieuse. C'était le plan, après tout. Se montrer, leur montrer, prouver sa valeur. Mais la victoire avait un goût étrange, métallique, comme du sang dans la bouche. Parce qu'elle avait vu l'expression sur le visage de Béatrice. Elle avait vu le bonheur sincère de sa sœur se transformer en angoisse quand elle avait réalisé que cette démonstration de réussite, aurait un prix. Que le jour de son mariage serait désormais à jamais marqué par ce souvenir, par cette tension. Et elle avait vu l'expression d'Elena. Ce choc n'était pas seulement de la surprise, c'était quelque chose de plus profond. C'était la réalisation qu'elle avait eu tort. Complètement, fondamentalement tort. Et pire, que tout le monde savait maintenant qu'elle avait eu tort. Pour une femme comme Elena, qui avait construit toute son identité sur le fait d'avoir raison, de savoir ce qui était le mieux, de protéger la réputation de la famille. C'était dévastateur. Amara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié. Pas encore. C'était quelque chose de plus complexe. C'était le sentiment d'avoir gagné une bataille qu'elle n'était pas sûre d'avoir voulu mener. Un assistant de mariage s'approcha timidement. « Excusez-moi, Madame Santos. J'ai besoin de savoir où vous êtes assise pour... » « Je ne suis pas sur la liste, » dit doucement Amara. « Je n'étais pas censé être là. » Le visage du jeune homme devint rouge. « Ah, Eh bien, je suis sûr que nous pouvons trouver une place, peut-être à l'arrière. »« C'est bon, » coupa Amara, mais sans colère, avec lassitude. « Je vais rester debout. » Elle marcha jusqu'à une colonne au fond de l'espace de cérémonie, un endroit d'où elle pourrait tout voir, mais sans être le centre de l'attention. Pas plus qu'elle ne l'avait déjà été. La musique commença. Le quatuor à cordes que Béatrice avait probablement passé des mois à choisir. Les demoiselles d'honneur commencèrent à descendre l'allée, suivies par les garçons d'honneur. Et puis, Béatrice apparut. Son maquillage avait été suffisamment retouché pour paraître présentable sur les photos, mais ses yeux étaient encore rouges. Elle était rayonnante, comme le sont toutes les mariées. Mais il y avait aussi en elle une fragilité qui n'aurait pas dû être là. Amara sentit son cœur se serrer. Elle était venue pour prouver quelque chose, pour montrer qu'elle valait plus que la honte que sa mère pensait qu'elle était. Mais ce faisant, elle avait jeté une ombre sur le plus beau jour de sa sœur. La cérémonie commença. Le prêtre parla d'amour et d'engagement. Raphaël regarda Béatrice comme si elle était faite de lumière. Et Béatrice, bénie soit-elle, réussit à sourire. Réussit à prononcer ses vœux. Réussit à faire fonctionner cette journée, malgré tout. Mais au milieu de la cérémonie, alors que le prêtre parlait de famille et d'union, Amara vit Elena. Sa mère était assise au premier rang, là où les mères s'assoient toujours. Son visage était composé, parfaitement neutre, le masque de contrôle qu'elle avait passé des décennies à perfectionner. Mais ses épaules étaient envoûtées, d'une manière qu'Amara n'avait jamais vue auparavant, comme si un poids invisible avait été posé sur elle et qu'il n'y avait aucun moyen de l'enlever. Et alors, juste au moment où le prêtre demandait les alliances, Elena tourna la tête. Pas complètement. Juste assez pour regarder par-dessus son épaule. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Amara. Et à cet instant, quelque chose passa entre elles. Pas des mots. Pas encore. Mais une reconnaissance. Une compréhension que tout ceci était allé trop loin pour être réglé par des sourires polis et des étreintes forcées après la cérémonie. Il fallait de la vérité. Et la vérité était bien la dernière chose que la famille Santos savait gérer. La cérémonie se termina. Raphaël embrassa Béatrice. Les invités applaudirent. La musique emplit l'air. Et tout le monde commença à se diriger vers la réception, où le champagne et les canapés attendaient. Amara resta là où elle était, observant, assimilant. Et puis elle vit Elena se lever. Elle vit sa mère dire quelques mots à tante Conceição. Elle la vit s'éloigner de la foule, se dirigeant vers une porte latérale qui menait à un salon privé du domaine. Elena s'arrêta sur le seuil, se retourna, regarda droit vers Amara. Ce n'était pas une invitation verbale. Ça n'avait pas besoin de l'être.
C'était une reddition. L'aveu que cela ne pouvait plus être évité. Amara prit une profonde inspiration. Le bruit de la fête continuait autour d'elle. Des rires, des toasts. La joie de gens qui n'avaient aucune idée du drame qui se jouait en marge de leur bonheur. Elle se mit en marche, à travers la foule, au-delà des tables décorées. Passant devant Tante Conseil Saum, qui tenta de capter son regard avec une expression de fausse inquiétude. Amara l'ignora. Elle atteignit la porte latérale. Elena était déjà à l'intérieur, lui tournant le dos, regardant par la fenêtre les jardins qui s'étendaient derrière la propriété. Amara entra. La porte se referma derrière elle avec un déclic feutré, étouffant les sons de la célébration au dehors. Et pour la première fois en 5 ans, mère et fille se retrouvèrent seules dans une pièce close. Le silence était si dense qu'il semblait solide, comme quelque chose que l'on pourrait toucher en tendant la main. Amara pouvait entendre son propre cœur battre. Elle pouvait sentir le poids des 5 dernières années dans cet espace exigu. Elle pouvait voir chaque ligne sur le visage d'Elena, chaque marque que le temps avait laissée. Sa mère semblait plus petite que dans ses souvenirs, plus fragile, comme si la simple présence d'Amara ici était en train d'effondrer quelque chose en elle. Elena brisa le silence en premier. Évidemment, elle devait toujours avoir le dernier mot. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Sa voix était basse mais ferme, contrôlée. Débarquer comme ça, faire une telle scène, tu savais que tout le monde allait parler, allait juger. Amara ne répondit pas immédiatement. Elle avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Elle avait préparé des discours, des arguments, des défenses. Mais maintenant, en regardant Elena, tout ce qu'elle ressentait était un profond épuisement. Je voulais juste savoir pourquoi, maman. Sa voix sortit plus douce qu'elle ne l'avait prévu, presque un murmure. Pourquoi tu n'as jamais réussi à être fière de moi? Pourquoi tout ce que je faisais n'était jamais assez? Elena détourna le regard. Ses mains tremblèrent légèrement et elle les dissimula derrière son dos. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent, comment les gens parlent. Tu as toujours été différente, Amara. Tu as toujours voulu faire les choses à ta manière. Et j'ai essayé de te protéger. J'ai essayé de te guider vers un chemin plus sûr. Sûr? Amara sentit la première étincelle de colère s'allumer. Tu appelles ça de la protection? Me dire que j'étais une honte? M'exclure du mariage de ma propre sœur? Je ne voulais pas que tu souffres plus. J'ai souffert parce que tu m'as fait souffrir. Parce que tu n'as jamais cru en moi. Le ton était monté. Amara sentait 5 ans de douleur comprimée essayer de sortir d'un coup. Elena la regarda enfin en face. Ses yeux brillaient. Pas de colère. De quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui ressemblait à de la peur mêlée à du regret. Tu crois que ça a été facile pour moi? La voix d'Elena vacilla pour la première fois. De te voir partir. Choisir une vie que je ne comprenais pas. Construire des choses que je ne pourrais jamais avoir. Amara cligna des yeux. Quoi? Tu as toujours été si courageuse, Amara. Depuis toute petite. Tu n'as jamais eu peur de rien. Tu ne t'es jamais souciée de ce que les gens pensaient. Et moi? Elena s'arrêta, déglutit difficilement. Moi, j'ai passé ma vie entière à me soucier de tout. L'ambiance changeait dans la pièce. C'était quelque chose qu'Amara n'était pas préparée à affronter. J'avais 18 ans quand j'ai épousé ton père. 18 ans. Tu sais ce que je voulais faire avant ça? Amara secoua la tête, incapable de former les mots. Je voulais étudier. Je voulais aller à la capitale. J'avais obtenu une bourse, tu sais, pour étudier le stylisme. Ma mère a trouvé ça absurde. Elle a dit qu'une fille convenable ne quitte pas la maison tant qu'elle n'est pas mariée, que j'allais couvrir la famille de honte. Le souffle d'Amara resta bloqué dans sa poitrine. Alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Je me suis marié. Je vous ai eu, je suis resté. Et pendant 35 ans, je me suis convaincu que j'avais fait le bon choix, que j'avais été responsable, que j'avais honoré ma famille. Elena tremblait maintenant. Les mots sortaient plus vite, comme si un barrage avait cédé. Et puis tu as grandi. Et tu étais tout ce que je n'avais pas eu le courage d'être. Tu as pris cette bourse en technologie et tu es parti à São Paulo sans te retourner. Tu as monté une entreprise. Tu as refusé de te marier juste parce que tu avais l'âge. Tu as vécu. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Elena. Elle n'essaya pas de les cacher. Et chaque fois que je te regardais, chaque fois que tu m'appelais tout excité par un nouveau projet, par une nouvelle réussite, je ne voyais pas ma fierté. Je voyais mon échec. Amara eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tu vivais la vie que je n'ai jamais eu le courage de vivre. Et ça me détruisait.
Parce que si tu réussissais à faire tout ça, ça voulait dire que j'aurais pu le faire aussi. Ça voulait dire que tous mes choix, tous mes sacrifices, n'étaient que de la peur, que de la lâcheté. Maman, non. Elena leva la main, les larmes coulant maintenant librement. Laisse-moi finir. Parce que je dois dire ça. J'ai besoin que tu saches que rien de ce que j'ai fait n'avait à voir avec le fait que tu n'étais pas assez bien. Ça avait à voir avec le fait que je ne supportais pas de regarder le miroir que tu représentais. Le silence qui suivit était différent du précédent. Il n'était pas lourd. Il était vide. Comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Quand tu as commencé à avoir du succès, quand tu as commencé à gagner de l'argent, à avoir de la reconnaissance, je me sentais de plus en plus petite. Parce que ce n'était pas juste que tu gagnais. C'était que tu gagnais sans avoir besoin d'approbation. Sans avoir besoin que personne ne te valide. Tu te suffisais à toi-même. Elena laissa échapper un sanglot qui semblait venir de quelque part profond dans sa poitrine. Et j'ai passé 60 ans de ma vie entière à dépendre de ce que les autres pensaient. De ce que la communauté pensait. De ce qui était attendu. Je ne me suis jamais suffi, Amara. Jamais. Amara sentit les larmes brûler ses propres yeux. Alors quand tu es arrivé avec tes idées folles et tes rêves impossibles, je n'ai pas pu te soutenir. Parce que te soutenir signifiait admettre que j'avais gâché ma vie. Ça signifiait regarder tous mes choix et réaliser que ce n'étaient pas des choix. C'étaient des prisons que j'avais construites de mes propres mains. Tu n'as pas gâché ta vie? Maman, tu as élevé 2 filles. Tu as construit un foyer. J'ai élevé 2 filles en vivant un mensonge. La voix d'Elena était brisée maintenant. Et quand l'une d'elles a eu le courage de vivre la vérité, j'ai essayé de détruire ça. Parce que je ne supportais pas la comparaison. Je ne supportais pas le miroir. Elena fit un pas vers Amara, les mains tremblantes. Le message que je t'ai envoyé, ce n'était pas parce que tu étais une honte. C'était parce que je le suis. C'est moi la honte, Amara. Parce que j'avais toutes les mêmes capacités que toi, tous les mêmes rêves, et je les ai tués. Par peur, par lâcheté, par besoin d'approbation. Amara pleurait maintenant aussi, des larmes silencieuses coulant sur le visage qu'elle avait maquillé avec tant de soin quelques heures plus tôt. Et le pire, c'est que je le savais. Je l'ai toujours su. Chaque fois que je critiquais tes choix, chaque fois que je disais que tu étais irresponsable, chaque fois que je suggérais que tu devrais faire quelque chose de plus traditionnel, je savais que je mentais. Je savais que je projetais ma propre frustration sur toi. Elena était tout près maintenant. Amara pouvait voir chaque détail de son visage. Elle pouvait voir la douleur crue dans ses yeux. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que m'arrêter signifiait admettre. Et admettre signifiait m'effondrer. Ça signifiait regarder ma vie entière et demander à quoi a servi tout ça. Si j'avais pu être libre, pourquoi ai-je choisi d'être prisonnière? Tu ne savais pas que tu avais le choix, maman. L'époque était différente. Les attentes. Non. Elena secoua la tête avec force. Ne me trouve pas d'excuses. J'avais le choix. Peut-être qu'ils étaient plus difficiles. Peut-être qu'ils venaient avec plus de conséquences. Mais j'en avais. Et j'ai choisi la voie la plus facile. J'ai choisi l'approbation au lieu du courage. La sécurité au lieu du rêve. Elle laissa échapper un autre sanglot, et cette fois, son corps entier trembla. Et alors j'ai passé 35 ans à me convaincre moi-même que j'avais été noble, que j'avais été responsable, que j'avais fait ce qu'il fallait, jusqu'à ce que tu apparaisses et montres que tout n'était que mensonge. Amara ne pouvait pas parler. Sa poitrine était trop serrée. Quand j'ai envoyé ce message te disant de ne pas venir au mariage, je ne protégeais pas la famille. Je me protégeais moi. Parce que je ne supportais pas l'idée que tu sois là, belle, ayant réussi, libre. Alors que moi j'étais coincé dans la même ville, dans les mêmes attentes, dans le même rôle que j'avais choisi il y a 35 ans. Elena tendit une main tremblante et toucha le visage d'Amara, un toucher hésitant, presque par peur qu'elle disparaisse. J'étais jalouse de toi, ma fille, une jalousie profonde, maladive, et j'ai transformé cette jalousie en critique, en rejet, en cruauté. Amara pouvait sentir la main de sa mère trembler contre son visage. Parce que c'était plus facile de te donner tort que d'admettre que j'avais tort. C'était plus facile de te traiter d'irresponsable que d'admettre que j'étais lâche. C'était plus facile de t'exclure du mariage de ta sœur que de m'asseoir au premier rang et te regarder briller pendant que je me flétrissais.
Elena était complètement effondrée maintenant. Les larmes tombaient en cascade, le corps courbé sous le poids de décennies de vérités non dites. Et tu sais ce qui est le plus terrible? Je savais que je te faisais du mal. Chaque message auquel je ne répondais pas, chaque appel que j'écourtais, chaque fois que je trouvais une raison de critiquer au lieu de célébrer, je le savais. Et j'ai continué à le faire. Parce que ta douleur était plus supportable que la mienne. Amara sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. C'était la terrible compréhension que sa mère n'était pas un monstre. C'était juste une personne qui avait fait de mauvais choix pour des raisons humaines. Une personne qui avait passé sa vie entière enfermée dans une cage qu'elle avait elle-même construite. Aujourd'hui, quand je t'ai vu descendre de cette voiture, Elena laissa échapper un rire amer au milieu des larmes. Je n'ai pas ressenti de honte, j'ai ressenti de la terreur, parce que tu étais tout ce que j'aurais pu être. Et j'ai tout gâché. J'ai tout gâché, Amara. Elena laissa retomber ses mains. Son corps était voûté, vaincu. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je n'attends pas que tu comprennes. Je voulais juste. J'avais besoin que tu saches que rien de ce que j'ai fait n'avait à voir avec qui tu es. Tout avait à voir avec celle que je n'ai pas eu le courage d'être. Le silence revint. Mais c'était différent maintenant. Ce n'était pas dense. Ce n'était pas vide. C'était chargé de quelque chose de nouveau. Quelque chose de brut, de douloureux et de vrai. Amara regarda sa mère. Cette femme qu'elle avait passé toute sa vie à essayer d'impressionner. À qui elle tentait de prouver sa valeur. Dont elle essayait de gagner l'amour inconditionnel qui n'était jamais venu. Et maintenant, elle comprenait. Ce n'était pas que cet amour n'existait pas. C'était qu'Elena n'avait jamais su comment le donner. Parce qu'elle ne l'avait jamais reçu. Parce qu'elle ne se l'était jamais donné à elle-même. Le cycle était plus ancien qu'elle ne l'imaginait. Plus profond, plus triste. Amara tendit la main et toucha l'épaule de sa mère. Elena leva les yeux, vulnérable d'une manière qu'Amara n'avait jamais vue auparavant. « J'ai passé 5 ans à attendre des excuses, maman. J'ai passé 5 ans à imaginer ce moment. À imaginer que tu reconnaisses enfin à quel point tu m'as blessé. » Elena acquiesça, les larmes coulant toujours. « Et maintenant que je suis là, maintenant que tu me dis tout ça. » Amara fit une pause, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas quoi en faire, parce que ça ne change pas ce qui s'est passé. Ça n'efface pas la douleur. Mais aussi, ça change tout aussi. » Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de 5 années commencer à bouger dans sa poitrine. Parce que maintenant je comprends que ça ne me concernait pas. Et d'une certaine manière tordue, ça fait encore plus mal. Parce que ça signifie qu'il n'y a jamais rien eu que j'aurais pu faire. Il n'y a jamais eu une version de moi qui aurait été assez bien. Parce que le problème n'a jamais été moi. C'était toi, voyant ta propre douleur reflétée en moi. Elena sanglota plus fort. Mais ça signifie aussi. Amara sentit sa propre voix se briser. Ça signifie aussi que je peux arrêter d'essayer. Je peux arrêter de chercher ton approbation. Parce que ton approbation n'a jamais vraiment eu à voir avec moi. Elle avait à voir avec ta capacité à te pardonner toi-même. Les 2 femmes restèrent là, suspendues dans ce moment de vérité crue. Elena tendit ses mains tremblantes et saisit celles d'Amara. Ses larmes tombèrent sur la peau de sa fille, chaude et salée. « Est-ce que tu peux ?» La voix d'Elena n'était qu'un murmure brisé. « Est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» La question resta suspendue entre elles comme un pont fragile au-dessus d'un abîme. Un pont qui pouvait tenir ou s'effondrer avec un seul mot. Amara regarda les mains de sa mère tenant les siennes. Les larmes d'Elena tombaient chaudes sur sa peau, marquant des décennies de non-dits, d'étreintes retenues, d'amour exprimé seulement à travers le rejet. La question résonnait encore dans la petite salle. « Est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» Amara prit une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait répondre avec la même froideur qu'elle avait reçue pendant des années. Elle voulait dire que certaines blessures ne cicatrisent pas, que certains ponts brûlés ne se reconstruisent pas. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait encore d'être une petite fille de 6 ans courant dans les bras de sa mère après l'école, cette partie-là voulait croire que la transformation était possible. « Je ne sais pas, maman. » Les mots sortirent plus doucement qu'Amara ne l'espérait. « Je ne sais pas si je peux tout pardonner d'un coup. Je ne sais pas si je peux oublier toutes les fois où tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez bien. » Elena sanglota,
mais ne lâcha pas les mains de sa fille. Mais, continua Amara, sentant ses propres larmes s'échapper enfin. Mais peut-être qu'on peut commencer, peut-être qu'on peut essayer. Ce n'était pas une réconciliation complète. Ce n'était pas la fin heureuse d'un conte de fées où tout se résout par une étreinte et des mots magiques. C'était juste un début fragile, incertain, effrayant. Mais c'était honnête. Elena acquiesça, incapable de parler. Pendant de longues minutes, mère et fille restèrent là, se tenant la main, laissant le silence porter le poids des mots qu'elles ne savaient pas encore dire. Un coup doux à la porte brisa le moment. Béatrice apparut dans l'embrasure, sa robe de mariée toujours impeccable, mais les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je peux entrer ?» Sa voix était hésitante. Amara fit signe que oui. Béatrice traversa la salle et, sans rien dire, les enveloppa toutes les deux dans une étreinte serrée. La mariée, la mère et la fille qui avaient été rejetées, toutes unies dans un cercle de douleur, d'espoir et de possibilités. « Je suis désolée, » murmura Béatrice contre l'épaule d'Amara. « Je suis désolée de n'avoir jamais eu le courage d'être de ton côté, d'avoir accepté les commentaires méchants, d'avoir participé au silence. Tu méritais une meilleure sœur. »« Tu es là maintenant, » répondit Amara, la voix étranglée. « C'est ce qui compte. » Elles restèrent là encore quelques minutes, 3 femmes de la même famille, essayant de recoudre les morceaux de relations déchirés par des années d'incompréhension et de peur. Finalement, Elena s'écarta et s'essuya le visage avec des mains tremblantes. « Nous devons retourner à la fête. Les gens vont commencer à poser des questions. » Béatrice acquiesça. « C'est ma réception, je dois y être. » Mais Elena secoua la tête. « Ce n'est pas seulement ça. » Elle regarda directement Amara, et pour la première fois depuis des décennies, il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas seulement de la honte ou des regrets, c'était du courage. « Il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Amara fronça les sourcils, confuse, mais suivit sa mère et sa sœur vers la salle principale. La musique s'était arrêtée momentanément, et les invités discutaient avec animation, inconscients du drame qui se jouait en coulisses. Elena marcha directement vers la petite scène où le groupe faisait une pause. Elle prit le micro avant que quiconque ne puisse la questionner. « Excusez-moi. » Sa voix résonna dans la salle, faisant taire les conversations. « J'aimerais avoir votre attention un instant. » Amara sentit son cœur s'emballer. Que faisait sa mère? Elena tremblait visiblement, tenant le micro à 2 mains pour le garder stable. Ses yeux cherchèrent Amara dans la foule et se fixèrent sur elle. « Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de ma fille Béatrice, » commença Elena, la voix tremblante mais déterminée. Un jour de célébration, d'union, d'amour. Tante Concession, assise à une table voisine, se pencha en avant avec intérêt, s'attendant sans doute à un discours émouvant traditionnel. Mais avant de poursuivre la fête, il y a quelque chose que je dois dire, quelque chose que j'aurais dû dire il y a bien des années. Elena fit une pause, prenant une profonde inspiration. Les larmes recommencèrent à couler, mais elle ne les essuya pas. Ma fille aînée, Amara, est ici aujourd'hui. Et je... La voix d'Elena se brisa. J'ai failli l'empêcher de venir. J'ai dit des choses terribles. Des mots que je ne pourrai jamais effacer complètement. Un murmure de surprise parcourut la salle. Amara sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle voulait disparaître, mais ses pieds semblaient collés au sol. Pendant des années, je me suis dit que je protégeais ma famille, que je nous protégeais de la honte, du jugement. Mais la vérité... Elena sanglotait ouvertement maintenant, sans essayer de se cacher. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur que sa réussite n'expose mes propres échecs. Peur que son courage ne montre ma lâcheté. Le silence dans la salle était absolu. Pas un tintement de verre, pas un chuchotement. Amara a construit une vie extraordinaire, poursuivit Elena, sa voix gagnant en force à travers les larmes. Elle a fondé une entreprise de technologie à São Paulo. Elle aide des entreprises dans tout le Brésil. Elle a tout conquis seule, sans notre aide, sans notre soutien. En fait, malgré notre rejet. Tante Conceição était bouche bée. Raphaël, le marié, serrait fort la main de Béatrice, les yeux écarquillés. Et aujourd'hui, quand elle est arrivée dans cette belle voiture, portant ses vêtements élégants, ce n'était pas pour nous faire honte. C'était pour nous rappeler qu'elle existe, qu'elle a toujours existé. Et que notre amour n'aurait jamais dû être conditionnel au fait qu'elle corresponde à nos attentes limitées. Elena pleurait ouvertement maintenant, mais elle continua. « Je n'attends pas qu'elle me pardonne.
Je n'attends pas que ces mots effacent des années de douleur que j'ai causées. Mais j'ai besoin que tout le monde ici sache. Elle regarda directement Amara, les yeux brillants de regret et de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. J'ai besoin que tout le monde sache que ma fille est extraordinaire et que j'avais complètement tort. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'une émotion brute. Puis, doucement, Raphaël commença à applaudir. Béatrice se joignit à lui, des larmes coulant sur son visage. Un par un, les invités se levèrent, applaudissant. Ce n'était pas une ovation triomphale, c'était quelque chose de plus calme, de plus respectueux. C'était une reconnaissance, une validation. Le témoignage public d'une vérité qui avait été niée trop longtemps. Amara sentit les larmes couler librement. Ce n'étaient pas des larmes de victoire absolue, car ce n'était pas une victoire au sens traditionnel. C'étaient des larmes de soulagement, de validation, d'un poids partiellement levé après des décennies à peser sur ses épaules. Elena descendit de l'estrade avec difficulté, les jambes tremblantes. Elle marcha directement vers Amara et s'arrêta devant elle, ne sachant pas exactement quoi faire. Amara fit le premier pas, enveloppant sa mère dans une étreinte. Ce n'était pas une étreinte complète, sans réserve. Il y avait encore de la douleur, il y avait encore des blessures qui mettraient des années à cicatriser. Mais c'était réel, c'était honnête. « Merci », chuchota Amara à l'oreille de sa mère, « de m'avoir enfin vu. » Elena serra fort sa fille, sanglotant contre son épaule. « Pardon d'avoir mis autant de temps. » Quand elles se séparèrent, Béatrice était là, souriant à travers ses larmes. « Viens danser avec nous », demanda-t-elle à Amara, en lui tendant la main. « S'il te plaît, c'est mon mariage, et je veux ma sœur sur la piste de danse. » Amara hésita juste une seconde, avant d'accepter la main de sa sœur. Les trois femmes retournèrent à la réception, où la musique avait repris, plus douce maintenant, presque comme la bande sonore d'un nouveau départ. Amara dansa. Elle discuta avec quelques cousins qu'elle n'avait pas vus depuis des années, qui la regardèrent maintenant, avec un mélange de curiosité et de respect renouvelé. Elle accepta une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Elle s'autorisa, pour la première fois depuis longtemps, à exister dans cet espace sans armure, sans être sur la défensive. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, Amara sentit qu'il était temps de partir. Non pas parce qu'elle fuyait, non pas parce qu'elle se sentait mal à l'aise, simplement parce qu'elle avait dit ce qu'elle avait besoin de dire. Elle avait entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et maintenant, elle avait besoin d'assimiler tout cela. Elle fit ses adieux à Béatrice avec une longue étreinte. « Sois heureuse », chuchota Amara. « Toi aussi », répondit Béatrice en serrant la main de sa sœur. « Et ne disparais pas à nouveau, d'accord? Nous avons beaucoup de temps à rattraper. »« Je ne disparaîtrai pas », promit Amara, et pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait tenir cette promesse. Elena l'accompagna jusqu'à la porte. Mère et fille restèrent là, sous les lumières douces du jardin, ne sachant pas exactement comment se dire au revoir. « Ça va prendre du temps », dit finalement Amara, « pour faire confiance à nouveau, pour croire que les choses peuvent vraiment être différentes. »« Je sais », répondit Elena, la voix encore rauque d'avoir tant pleuré. « Et j'attendrai le temps qu'il faudra, je ferai mieux, je promets que je ferai mieux. » Amara hocha la tête. « J'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir des actes, pas seulement des paroles. »« Tu verras », affirma Elena, avec une conviction à laquelle Amara ne savait pas si elle pouvait encore se fier, mais qu'elle voulait pouvoir croire. Elles s'embrassèrent une dernière fois, une étreinte brève mais significative. Amara se dirigea vers la Rolls-Royce garée, les lourdes clés à la main. Avant de monter, elle se retourna une dernière fois pour regarder la salle de bal illuminée, la musique s'échappant par les fenêtres ouvertes, les silhouettes des gens qui dansaient. Sa famille avait été à l'intérieur, imparfaite, brisée par endroits, essayant de se réparer par d'autres. Et pour la première fois, il existait une réelle possibilité qu'elle puisse en faire partie. Non pas parce qu'elle avait prouvé sa valeur à travers une voiture chère ou des vêtements de marque, mais parce qu'elle avait enfin été vue pour ce qu'elle était vraiment. Mais alors qu'elle montait dans la voiture et démarrait le moteur, Amara réalisa quelque chose de fondamental. La validation de sa mère avait été importante. La reconnaissance publique avait apporté un genre de soulagement dont elle ignorait avoir besoin. Mais ce n'était pas ce qui la faisait se sentir complète. La véritable richesse ne se trouvait pas dans la Rolls-Royce. Elle n'était pas dans l'entreprise qu'elle avait bâtie ou dans l'appartement luxueux à São Paulo. Elle n'était même pas dans le pardon hésitant de sa famille.
La véritable richesse résidait dans le courage qu'elle avait trouvé en elle-même. Le courage de se présenter même quand on lui avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Le courage d'exister pleinement même quand on avait essayé de lui faire sentir qu'elle était trop petite, trop bizarre, trop différente. La véritable richesse était de savoir, au fond de son âme, qu'elle se suffisait à elle-même. Non pas parce que quelqu'un l'avait enfin validée, mais parce qu'elle avait choisi d'y croire même quand personne d'autre ne le faisait. Amara pensa à toutes les femmes qui l'avaient précédée. Les grands-mères et arrière-grands-mères qui avaient affronté leur propre jugement, leur propre rejet. Les femmes qui, à travers les générations, avaient appris à trouver la force non pas dans l'approbation des autres, mais dans la certitude de leur propre valeur. Il y avait là une sagesse ancienne, transmise par des histoires racontées autour de feux de camp, par des chansons chantées dans des langues qu'elle ne parlait plus couramment, mais qui résonnaient encore dans son sang. La sagesse selon laquelle ce que vous possédez ne définit pas votre richesse. Ce qui la définit, c'est le courage de revendiquer votre valeur lorsque les autres tentent de la nier. Amara conduisit sur la route sombre, laissant Ribeirão Preto derrière elle. Les lumières de la ville diminuaient dans le rétroviseur, mais elle ne ressentait aucune tristesse. Elle ressentait quelque chose de différent, quelque chose comme la paix. Peut-être que les choses s'amélioreraient avec sa famille. Peut-être qu'Helena ferait vraiment le travail nécessaire pour reconstruire la confiance. Peut-être que Béatrice deviendrait l'allié qu'Amara avait toujours souhaité avoir. Ou peut-être pas. Peut-être que les progrès seraient lents, douloureux, avec des rechutes et des déceptions en cours de route. Mais maintenant, Amara savait quelque chose qu'elle ignorait en arrivant ce matin-là. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de leur validation pour être entière. Elle n'avait pas besoin de leur amour conditionnel pour s'aimer inconditionnellement. Elle était venue chercher à prouver sa valeur. Mais en réalité, sa valeur n'avait jamais été remise en question. Elle avait été là tout le temps, attendant qu'elle la reconnaisse elle-même. La Rolls-Royce glissait doucement sur l'autoroute, la ramenant vers São Paulo, vers la vie qu'elle avait bâtie de ses propres mains, vers le futur qu'elle créait elle-même. Et pour la première fois de sa vie, Amara ne fuyait pas quelque chose. Elle conduisait vers elle-même, la femme qui avait toujours été à la hauteur, même quand personne ne le lui disait. La femme qui était riche non pas parce qu'elle possédait, mais par son refus de laisser les autres définir sa valeur. La femme qui avait appris la leçon la plus difficile de toutes. Que l'amour-propre n'est pas un cadeau que l'on attend des autres. C'est un choix que l'on fait pour soi-même, chaque jour, peu importe qui approuve ou désapprouve. Les lumières de la ville commencèrent à apparaître à l'horizon, une mer de possibilités brillant dans l'obscurité. Amara Santos, 32 ans, entrepreneuse dans la tech, fille d'Helena, sœur de Béatrice, ramenait sa Rolls-Royce à la maison. Pas comme quelqu'un cherchant l'approbation, pas comme quelqu'un prouvant un point, mais comme quelqu'un qui, enfin et véritablement, savait qu'elle se suffisait à elle-même. Et cette conscience, cette certitude inébranlable de sa propre valeur, était la richesse la plus vraie qu'elle pût posséder. Une richesse que personne ne pourrait lui donner. Et que personne, jamais, ne pourrait lui enlever.